Salut Mathieu, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler d'intelligence artificielle et de blockchain, deux thèmes passionnants, deux technologies énormes qui, lorsqu'elles se croisent, peuvent changer beaucoup de choses pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qu'on verra durant tout ce podcast justement, avec à la fin un petit focus sur ce que l'intelligence artificielle pourrait changer au niveau du traitement de la justice en France et peut-être même en Europe. Il y a quelques mois, ou un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises, Bruno Le Maire avait identifié la technologie blockchain comme étant importante pour la France. Il avait dit, si je me souviens bien, la France ne doit pas rater le virage de la blockchain notamment. Mais l'IA, c'est aussi une très grosse technologie sur laquelle l'Europe et la France misent, peut-être moins que d'autres pays, mais misent beaucoup. Merci Valentin pour l'invitation. C'est super d'être sur Cryptost, d'échanger avec toi. Ouais, effectivement, hein, je pense que c'est deux technos qui sont importantes, qui ont des points de croisement. Hein. Alors, est-ce que ça va être vraiment un domaine dans lequel l'Europe va briller cette fois-ci? C'est pas certain. Hein. On voit que sur l'IA, bon, l'Europe est clairement devancée, que ce soit principalement par la Chine, mais aussi les États-Unis. Et au niveau de la blockchain, bon, il y a effectivement des beaux projets en France et en Europe, hein, mais la réglementation est quand même assez lourde et on voit ce qui se passe avec un certain nombre d'acteurs qui partent aussi à l'étranger parfois. Tu as l'habitude d'écrire quelques articles chez Cryptost, dont tu as déjà vu, nos lecteurs t'ont peut-être déjà fait vu derrière des articles ou autres. Et tu écris aussi beaucoup de rapports, notamment pour l'Europe. On va en discuter. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors je suis avocat, j'ai cofondé un cabinet qui s'appelle Legal Brain, où bon, on a une approche vraiment très droit numérique. Par ailleurs, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et à la chaire UNESCO ITEN, à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et je travaille principalement sur des enjeux qui sont liés aux humanités numériques, principalement autour des questions d'IA, blockchain. Et je fais pas mal aussi je travaille beaucoup aussi dans la certification, certification technique cette fois-ci, donc croisement entre aussi tout ce qui relève en fait du droit pur et de la manière dont on peut faire en sorte de certifier là pour le coup des machines, des algorithmes. Voilà. Ok, donc un univers qui doit être passionnant et qui doit beaucoup bouger chaque jour. Comment tu t'informes comment sur ces thématiques-là? Alors, j'ai l'habitude de lire pas mal. En fait, j'ai fait un doctorat en droit hein, à la base, donc D'accord. j'ai pris des habitudes de recherche et de veille bon assez conséquentes du coup pendant ces années-là, et j'ai gardé un peu ces habitudes-là après. Et sur la question de la blockchain, j'ai écrit plusieurs livres, donc je me suis quand même vraiment bien informé. Et j'aime bien en fait la recherche interdisciplinaire, c'est-à-dire que moi, si mon bagage il est vraiment juridique, j'ai aussi quand même vraiment passer du temps avec des informaticiens et je touche un petit peu aussi à un peu de code, etc. Donc voilà, donc j'essaie un petit peu de trouver des sources dans différentes disciplines et après faire mes petits croisements à moi, voilà, interdisciplinaires ou dans des équipes un peu. Par exemple, sur ces questions d'IA et blockchain, sous l'angle informatique, je travaille avec un certain nombre aussi de laboratoires et de chercheurs qui sont pour le coup complètement informaticiens, quoi, qui sont des enseignants-chercheurs en informatique. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus passionné quand tu as découvert puis ensuite creusé ces thématiques-là, que ce soit dans l'IA ou la blockchain? Si tu as un truc qui t'a vraiment mindfuck, comme on dit, ça serait quoi? Ah, un truc, hein, alors dans l'IA, c'est vraiment l'IA connexionniste, c'est-à-dire vraiment quand l'IA arrive grâce à des itérations, grâce à sa propre évolution, à trouver des critères qui n'étaient jamais parvenus à l'esprit de l'homme. Ça, je trouve ça génial, c'est-à-dire que grâce à des probabilités, on trouve un nouveau critère, quoi. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ça peut faire vraiment progresser les choses dans l'analyse en fait profonde, et ça permet en fait. On a tendance à dire que l'IA peut pas être créative. En soi, c'est vrai. Par contre, l'IA peut permettre de faire des croisements qui sont impossibles pour l'homme, et ça, c'est assez génial. Après, côté blockchain, moi, ce qui me plaît le plus, hein, c'est vraiment le côté. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est les contrats intelligents et les oracles. C'est vraiment cette logique aussi. Bon, toujours un peu dans l'automatisation. Hein. C'est ça qui me plaît le plus. C'est d'ailleurs via les ICO et via les smart contracts que j'ai commencé à bosser dans la blockchain. Avant, je trouvais ça intéressant, hein,
mais c'était pas, je voyais pas comment être un acteur en tout cas vis-à-vis de ça. Et là, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ça c'est super intéressant, quoi. Et ça change beaucoup de choses justement du côté de la justice et on en parlera en fin d'épisode. Mais là, on est sur une chaîne effectivement où les gens sont a priori un peu familiers avec la blockchain, avec les smart contracts et tout ça. Peut-être un peu moins avec l'IA. C'est vrai que moi, quand je parle intelligence artificielle, que ça soit avec des gens qui n'y connaissent rien du tout ou avec des gens de la blockchain, ce qui nous vient rapidement à l'esprit, c'est tu sais, cette intelligence artificielle de Microsoft qui s'était un peu emballée sur Twitter et qui avait très vite été coupée en étant devenu raciste au bout de quelques jours. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots, un petit contexte? Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, il y a deux grandes catégories, on va dire, d'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle dite symbolique. C'est en gros les arbres de décision, c'est-à-dire que, par exemple, quand on veut, dans mon domaine, à moi, par exemple, c'est vraiment les générateurs de contrats. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, est-ce que je suis, quel âge est-ce que j'ai, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que je souhaite faire comme type d'activité, etc., etc. Une fois qu'on a rentré, c'est répondu à ce questionnaire-là, on va avoir une sorte de contrat qui va nous être proposé et il aura été généré par une IA symbolique qui aura simplement appliqué un modèle très clair, très explicable, qui aura été pensé par un être humain, qui aura dit, bah voilà, s'il y a la réponse A, ça donne cette hypothèse-là, ensuite on va là, c'est un arbre de décision. Et après, il y a l'IA connexionniste, alors avec différents modèles d'apprentissage, on dit supervisé, non supervisé, c'est plus ou moins avancé dans les modèles. Et l'idée, c'est de dépasser aussi ce modèle symbolique. Après, il y a des croisements entre les deux, mais disons que l'idée, c'est de pouvoir, grâce aux probabilités et grâce à l'apprentissage de l'outil, permettre en fait de complètement trouver des nouveaux critères, par exemple. C'est-à-dire que le contrat qui sera proposé, là, ce sera un contrat avec des clauses nouvelles ou des propositions nouvelles, parce qu'on sera aperçu, par exemple, l'idée, c'est que dans une hypothèse comme celle-là, on est vraiment obligé, en fait, de faire travailler l'IA. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, ça, c'est une masse de données qui est à la disposition de l'outil. On va soit lui pré-indexer, on va lui dire, bon, bah voilà, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est ni un chat ni un chien, et on lui donne 10 000 photos comme ça, et l'IA fait son petit travail, et après, elle sait ce qu'est un chat ou un chien, en gros. Et elle s'est un peu trompée, etc. Et après, elle va même, voilà, l'idée d'une IA encore plus intéressante, c'est celle qui va trouver une espèce, ou dire que potentiellement, ça, c'est pas la même espèce que ce qu'on pensait initialement, et ça, grâce à une analyse du génome ou simplement de photos qui donnent des premières indications. Voilà, ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est un peu ces deux approches-là. C'est probabiliste qu'il y a surtout. Voilà. Ok. Et à quel moment, justement, il pourrait y avoir un croisement, une interaction entre la blockchain et l'intelligence artificielle et dans quel objectif cette connexion peut se faire? Il y a déjà plusieurs connexions qui sont faites. Il y a des boîtes qui sont spécialisées dans ça. Il y en a deux, trois qui sont vraiment dédiées à ce croisement-là. Je pense à, par exemple, Fetch AI et il y a Singular aussi qui est sur ça. Il y en a d'autres qui utilisent aussi de l'IA pour de la blockchain. Par exemple, ceux qui essaient de décentraliser des systèmes qui sont généralement détenus par des structures très très centralisées type GAFA qui utilisent elles aussi en fait de l'intelligence artificielle. Je pense à Presearch. Eux, c'est tout à fait ça aussi. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'avoir plutôt des intelligences artificielles qui vont être, on va dire, qui vont faire de l'apprentissage fédéré, donc distribué sur une logique de très 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 blockchain. Et à partir de ça, en fait, la machine va apprendre sur chacun de ces serveurs qui sera complètement éclaté au niveau architectural, et ça permettra en fait d'améliorer l'outil pour qu'il soit tout aussi performant qu'un outil centralisé qui est en plus en black box, quoi. Et un point qui est important aussi sur l'IA, c'est justement l'explicabilité. Et ça, c'est un point aussi assez important, c'est de savoir si finalement le modèle est pas. Tu parlais tout à l'heure de l'IA raciste. C'est un vrai problème. Et la blockchain, dans une certaine mesure, permet quand même de certifier des bases de données. C'est quand même l'idée, c'est-à-dire que on va pouvoir être sûr que la donnée qu'on a intégrée dans une base de données, par exemple, via là pour le coup, qu'elle n'a pas été modifiée, si elle est, voilà, déjà on peut être sûr que la donnée n'a pas été modifiée.
On peut aussi pré-traiter la donnée et dire, bah voilà, vous pouvez utiliser cette base de données-là qui peut pas être modifiée pour entraîner votre IA. Et du coup, on s'assure que on est sur une base de données qui est certifiée. Et donc que l'IA va pas déjà partir sur une mauvaise base pour pouvoir s'entraîner, quoi. Ça, c'est un point important quand on veut certifier des IA, je pense. Et là, du coup, effectivement, on arrive tout de suite dans un domaine très intéressant, c'est euh, qu'est-ce qu'apporte l'IA à la blockchain et qu'est-ce qu'apporte la blockchain à l'IA. Et il y a effectivement une interrogation que tu avais eue de ton côté, c'est est-ce que c'est intéressant, viable ou dangereux de ne pas d'avoir l'inverse, ça veut dire non pas la blockchain qui apporte des certifications à l'IA, mais l'IA qui utilise la blockchain. Ça serait quelque chose là pour le coup qui pourrait jamais s'arrêter. C'est peut-être plus dangereux dans ce sens-là. C'est peut-être pas souhaitable même. Là, c'est une vraie question, hein. C'est-à-dire que dans une logique, en fait, vraiment, quand on croise IA et blockchain, il y a un point qui saute aux yeux un peu à un moment, c'est l'idée d'agent. C'est-à-dire dans l'IA, on pense en termes d'agent. Et dans la blockchain, on pense en termes de clés publiques, clés privées, en fait, d'immatriculation. Donc l'idée, que ce soit pour identifier des personnes ou identifier des objets, finalement pour la blockchain c'est la même chose, on immatricule. Donc et autour de ça, on peut tout à fait avoir des contrats intelligents qui vont faire tourner finalement une intelligence artificielle. Et alors si elle n'est pas clairement identifiée comme intelligence artificielle, bon déjà moi je trouve que c'est un premier souci. Voilà, parce qu'elle peut opérer et qui la coupe finalement. Voilà. Et vers qui on va aller pour aller demander la responsabilité civile si elle produit un hack ou je ne sais quoi. Bon, ça c'est un point. Et après, effectivement, la blockchain, ce qui est assez intéressant, c'est aussi tout ce qui est théorie des jeux, mesures incitatives, les incentives. Ça, c'est quelque chose d'assez fort dans la blockchain. Le mineur qui va aller mettre de la puissance de calcul pour faire tourner un consensus de preuve de travail, il est incité à faire ça. Pareil, la personne qui va faire du proof of stake et qui va conserver ses jetons, qui va les geler pendant une certaine période. Ça, c'est des mesures incitatives qui incitent les gens aussi à aller dans le sens en fait de la base de données, pas la corrompre, participer à celle-ci. Si on a une IA qui propose ça et qui, en plus, a une vraie activité rentable, hein, c'est-à-dire que elle va faire tourner, par exemple, un algo, par exemple dans la crypto, un algo de copy trading, et que ça génère beaucoup d'argent parce que il est super performant. Les gens donnent leur contenu, leur système de trading, donc on a en plus après éventuellement un trading social. Donc ça, et après elle redistribue à toutes les personnes qui lui donnent cette puissance de calcul pour faire ces calculs en fait de copy trading. Mais par contre, à un moment, on s'aperçoit qu'il y a un biais ou que voilà. Bon, comment est-ce qu'on la coupe si elle reste rentable? C'est difficile dans un système décentralisé. Dès lors qu'elle est rentable, il y a des gens qui vont être incités à faire tourner leur outil, et moins il y a de gens, plus ils sont contents. Donc au final, c'est très difficile. Voilà. Et donc, et la question de la réversibilité sur la blockchain, c'est souvent présenté comme la non-réversibilité. C'est quelque chose qui est présenté comme un avantage souvent. Sauf pour les données personnelles. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui disent non, on met pas de données perso sur de la blockchain. On va mettre un hash d'une donnée qui est stockée ailleurs et après on pourra vérifier, etc. C'est un petit peu la même logique. Là, au niveau de la réversibilité, ça peut poser problème, quoi. Voilà. Là, tu viens effectivement de donner un exemple concret, le copy trading. On en a donné quelques-uns au début aussi. Est-ce que tu aurais d'autres exemples? Parce que là, effectivement, c'est tellement et lointain en fait dans l'esprit qu'on a du mal peut-être à se figurer des choses concrètes. Est-ce que tu aurais d'autres exemples dans ce style-là qui utilisent blockchain et IA? Il y a un domaine où ça commence à se faire. Souvent, c'est un peu éclaté pour l'instant, mais les deux vont se croiser à mon avis très vite. C'est le domaine, par exemple, de l'identification des contrefaçons sur Internet. Vous avez en fait des outils qui permettent de soit faire du watermarking, c'est-à-dire qu'on marque une image. Donc ça, c'est une approche très blockchain en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une image, ça peut être un NFT par exemple. On le marque et on sait que il y a telle métadonnée. On sait que ça c'est l'œuvre originale détenue par l'auteur avec telle licence, etc. Potentiellement, on peut aller jusque là. Après, donc, on va avoir une personne ou une structure qui va avoir énormément de données comme ça, qui va faire tourner une IA
qui va aller un petit peu comme les robots d'indexation de Google hein, sur Internet et qui va essayer de trouver des photos, soit qui n'ont pas ce marqueur-là et qui ressemblent terriblement, soit simplement des photos identiques. Hein, voilà. Et une fois qu'elles sont trouvées, ces photos identiques, on va vérifier un certain nombre d'éléments. Ça peut être ça aussi automatisé. Et si il n'y a pas le marqueur, on peut se dire voilà, c'est une contrefaçon. Et on peut là même penser des contrats intelligents qui vont aller directement envoyer une mise en demeure à l'hébergeur du site ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc là, on est vraiment entre IA, blockchain. On utilise les deux, l'un comme un élément de marqueur, preuve d'authenticité, preuve d'antériorité, et l'autre comme un outil d'automatisation avec une vraie puissance de calcul qui va aller comparer aussi des bases de données à d'autres éléments disponibles sur Internet ou dans le monde réel. Avec les capteurs, c'est tout à fait ça. Les oracles, c'est, je pense, à mon avis, aussi un point assez clé dans cette jonction-là. Aussi, en fait, c'est des objets, on va dire, qui peuvent devenir autonomes aussi, qui peuvent renvoyer du contenu sur la blockchain aussi. C'est ça l'idée, hein, l'oracle. L'idée, hein, c'est vrai que je pense que oui, les gens qui écoutent crypto sont familiers de toutes ces notions-là, mais ça fait pas de mal quand même de le rappeler de temps en temps sur des objets comme ça. L'oracle, c'est vraiment en fait ça peut être des capteurs, ça peut être des logiciels, ça peut être des personnes qui vont envoyer des données qui sont à peu près certifiées dans la blockchain. Les données qui sont sur la blockchain, elles peuvent pas être modifiées, elles sont en tout cas, elles peuvent pas être modifiées. Par contre, la donnée qui est intégrée dans la blockchain, on n'est pas sûr qu'elle est de qualité, on n'est pas sûr qu'elle est certifiée, on sait rien sur cette donnée. Donc, il faut mettre en place des process pour pouvoir injecter de la donnée de qualité. Et c'est cette idée d'oracle. L'oracle, c'est l'interface entre la blockchain et l'extérieur pour injecter de la donnée de qualité. Et là, on va avoir aussi des IA qui vont être certifiées, ça commence à se faire, hein, qui ont des capteurs et qui peuvent envoyer en fait des données dans la blockchain. Et ça peut être fait de manière complètement décentralisée par différentes IA, quoi, aussi. Voilà. Et là, justement, dans ça, ce que tu dis, c'est très concret. Mais d'un point de vue utilisation quotidienne, entre guillemets, de l'IA et de la blockchain, on en est où? Est-ce que c'est dès aujourd'hui que ça commence à prendre une place dans le quotidien? Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans? Et ça me permettra aussi de faire la passe à la deuxième partie de ce podcast. Quel est l'encadrement juridique de ces technologies? Alors, franchement, aujourd'hui, peut-être que dans tout ce qui est trading algorithmique, il commence à y avoir des choses qui croisent les deux, très honnêtement. Dans les projets un peu de Smart City, il commence à y avoir des choses qui s'y intéressent. Le problème, c'est que la blockchain fait assez peur, en fait. Paradoxalement, là, par exemple, quand on voit que ce soit sur RGPD ou que ce soit sur la proposition là, de règlement européen sur l'IA, autant au niveau du Conseil de l'Europe, des éléments qui est invité à regarder un peu de plus près la blockchain comme un outil au service de l'IA est évoqué. Autant là, on voit que c'est pas du tout évoqué sur un texte de 100 pages. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même une technologie de certification et que on va pas s'amuser à proposer une loi, c'est fait pour des hommes. De la certification technique, elle doit reposer sur des outils qui permettent de créer de la fiabilité, mais qui sont des outils techniques. Une IA va pas comprendre un texte de loi. Une IA, par contre, peut être conçue de manière à respecter des spécifications. Voilà. Et du coup, des spécifications, ça peut être sur des bases de données, et c'est un élément clé, la base de données, quand on pense à des logiciels, à des algos, encore plus à des modèles apprenants. C'est la base, hein, c'est les données, c'est le big data, c'est vraiment ça. Donc ça certifie comment? Ça certifie avec la blockchain. Voilà, c'est comme ça qu'on peut procéder à ça. Donc je comprends pas pourquoi c'est pas intégré à ce stade-là. Voilà, très honnêtement. Et alors à terme, je pense qu'en Chine, on risque d'avoir quand même pas mal de choses qui vont se faire aussi, qui croiseront clairement les deux. Hein. Ça a déjà commencé, c'est sûr. Voilà. Je pense au croisement entre les monnaies de banque centrale, très clairement, et les systèmes de notes les notes qui sont attribuées justement à la population via des systèmes d'IA qui prennent aussi en compte des capteurs. Hein, voilà. Donc ça, ces systèmes-là, clairement, on va avoir de l'incentive type blockchain, enfin type ce qu'on a sur des blockchains, plus du crédit social. Le crédit social qui est tenu par l'IA va aussi impliquer ça.
Voilà. Ça, C'est marrant parce que en cours. là, de ce que tu décris là, effectivement, c'est la blockchain qui fait plus peur que l'IA, alors que moi, j'aurais tendance à dire, bon, l'IA, effectivement, ça peut faire peur, mais au pire, la blockchain, ça sert à quoi? Si ce n'est à rien dans l'inconscient collectif. Mais l'IA, par contre, ça fait peur. Là, c'est plutôt l'inverse. En fait, ça dépend des usages. Bah, justement, l'UE, il parle de d'IA à haut risque. C'est ça leur terminologie. Et justement, cette IA crédit social, ils l'ont exclu explicitement, quoi. Donc ils ont dit non, non, ce type d'IA, peut-être pour d'autres civilisations, d'autres cultures, mais en tout cas en Europe, nous on n'en veut pas. Je pense que c'est plutôt quand même une bonne idée quand même de mettre quand même quelques limites à ces usages-là, c'est clair. Donc, l'IA fait peur. Mais l'IA, elle est, disons qu'elle est déjà, c'est déjà implémenté par des grosses boîtes qui sont des entreprises qui sont institutionnalisées, etc. Alors que la blockchain, enfin, la naissance de la blockchain a fait peur un petit peu. Disons que ça vient de Tor. Il y a eu Silk Road. C'est vraiment lié encore dans l'inconscient collectif, à mon avis, à des choses un peu piratage, etc. Enfin, c'est une culture qui est moins accessible, hein, je pense. Et de fait, on s'est mis un peu de côté, alors que en soi, ça peut être un outil. Enfin, c'est un outil de décentralisation assez génial pour les gens qui aiment ça, hein, qui aiment se dire bon ben voilà, on peut essayer de reconquérir ou conquérir simplement des libertés via ces dispositifs-là. Mais au-delà de ça, c'est aussi un bon moyen de certifier des choses dans le numérique. Et ce qui est absolument génial avec la blockchain, c'est le fait de pouvoir créer de la propriété privée en fait sur du numérique. C'est ça la force de. Avant, on était sur du peer-to-peer hein, strict, où en fait, quand on envoyait quelque chose, on gardait une copie, sauf à passer par une structure centralisée. Donc, c'était plus du peer-to-peer, qui allait dire bon ben voilà, lui il a vendu ça, l'autre il a acheté ça. Là, sur un modèle décentralisé, on peut dire voilà, tel a acheté ça et l'a envoyé et il a perdu la possession, la propriété de l'élément initial, crypto-monnaie, jeton ou autre. Et ça, c'est assez génial. Et ça permet vraiment de repenser, c'est ça le Web3, c'est l'idée d'un Internet de la valeur. Et ça, à mon avis, ça permet vraiment par exemple, la question des Creative Commons qui ont permis aux GAFA quand même de faire énormément d'argent en considérant que le contenu qui était produit, il n'avait pas de valeur. Et ce qui avait valeur, c'était les données et la publicité. Ce modèle-là, à mon avis, peut être vraiment remis en cause par un Internet de la valeur où on peut identifier en fait la création de contenu. Et ça, moi, je trouve ça sympa parce que j'ai rien contre la Creative Commons et je pense vraiment que les chercheurs qui ont mis ça en place étaient des gens bienveillants et cultivés, sympas et j'aime beaucoup le livre. Par contre, j'aime bien le livre quand il n'est pas réutilisé par des structures qui font des milliards et qui en plus après vont vendre nos données perso. Moi, voilà, c'est un peu ça ma limite quoi aussi. Hein. Voilà. C'est quoi qui bloque dans l'utilisation de la blockchain par la justice? C'est l'aspect trop décentralisé qui gêne? Oh, je sais pas, parce que la justice, elle est quand même basée sur les choses qui sont considérées comme importantes socialement. Il y a beaucoup de jurés. Il y a des jurys populaires dans de nombreux pays. Et en France, ce qui relève vraiment du plus important, c'est vraiment redonner au peuple. Donc, il y a cette dimension-là. Bon, pour l'IA, il y a une inquiétude quand même de permettre à la machine de décider à la place de juge, hein, parce que il y a forcément une subjectivité dans le fait de juger. Et le plus dangereux, c'est d'avoir des IA qui sont pas explicables. C'est-à-dire que là, déjà, tous les juges, tous les avocats fonctionnent avec des bases de données. Et c'est de l'IA, hein, des bases de données, parce que c'est hiérarchisé. Qu'est-ce qui empêcherait, dans le cadre d'un arbitrage à plusieurs milliards, une des deux parties de racheter, par exemple, l'éditeur de la base de données qui peut coûter, mettons, 10 ou 20 millions d'euros, pour gagner son cas en montrant au juge les décisions qui vont dans son sens. Ben rien. Ça, c'est pas, avant même de réguler l'IA et tout ça, déjà s'intéresser à ces questions-là, c'est une bonne chose. Voilà. Et en fait, l'IA fait que amplifier ce phénomène-là. Enfin, l'IA un peu sophistiquée qui est un système d'aide à la décision. Là, on est sur des logiques où, bon, le juge ou l'avocat a vraiment la main, en fait, sur l'outil et il croit avoir la main, en tout cas. Hein. Comme nous, quand on fait une recherche sur Internet. Ce qui nous est proposé comme contenu, c'est ce que Google veut bien nous proposer. Et l'algo, il est pas, c'est de la black box. Donc, on ne sait pas exactement comment ça se passe. C'est pour ça que c'est important
d'avoir des systèmes qui permettent déjà d'être ouverts au niveau de l'algo de hiérarchisation, des modèles d'indexation et qui permet d'être décentralisé. C'est pour ça que c'est vraiment important de soutenir des projets blockchain dans ce domaine-là, quoi. Enfin, je pense. Hein. Il y a quelques semaines, tu as écrit une étude de faisabilité de la certification des outils de l'IA dans le domaine juridique. Ouais. Comment on répond? Est-ce que tu as répondu à une demande quand tu as fait cette recherche-là? Est-ce que tu l'as faite de ton côté, cette étude? Comment on s'y prend pour faire une étude de ce type-là? Et en gros, est-ce que tu peux nous synthétiser ce que tu as mis dans cette étude-là? En fait, j'ai répondu à un appel d'offres c'était il y a 1 an et demi à peu près, pour le Conseil de l'Europe, la CEPEJ en fait, qui est un organe du Conseil de l'Europe sur l'efficacité de la justice. Et ils ont fait en fait une charte sur l'intelligence artificielle en matière judiciaire il y a 3 ans à peu près, qui est un texte assez intéressant qui pose en fait des principes pour faire en sorte que l'intelligence artificielle respecte les droits fondamentaux, les droits de l'homme, quoi. Parce que le Conseil de l'Europe, à la différence de l'UE, c'est en fait la structure qui, notamment, a la main sur la Cour européenne des droits de l'homme. On va dire que l'Union européenne, pour simplifier, hein, pour ceux qui connaîtraient pas vraiment ces détails-là, l'Union européenne, c'est vraiment le marché commun. C'est 27 pays. Et le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays. Ça inclut la Turquie, la Russie. Il y a même des pays en Amérique latine qui sont signataires. Et c'est vraiment centré sur les droits de l'homme. C'est vraiment un des axes principaux. Il y a des choses aussi autour de la pharmacopée, etc. Mais c'est vraiment plutôt axé droits de l'homme et culture, civilisation et protection vraiment de l'être humain, alors que l'autre c'est vraiment du business, quoi. Voilà. Donc et ça a été créé à peu près à la même époque. Hein. C'est fin Seconde Guerre, quoi. Après Seconde Guerre. Voilà. Reconstruction européenne, etc. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, donc c'est cette charte-là pour justement éviter qu'il y ait trop de débordements, parce qu'il commençait à y avoir des plateformes qui proposaient des systèmes un peu qui prétendaient faire de la justice prédictive, etc. Bon, c'est des trucs pas forcément ultra sophistiqués hein, aujourd'hui, mais on sent vraiment que ça s'améliore. Et que dans un cadre où il y a des besoins d'aide à la décision avec des juges qui sont recouverts de dossiers, qui n'arrivent pas à la traiter, certains pays qui sont peut-être moins regardants. En Chine, par exemple, on voit que l'IA est vraiment utilisée pour les décisions de justice. Ça, c'est déjà le cas. Donc, on est dans une situation où on est obligé de se mettre un petit peu à niveau aussi en Europe, hein, au niveau techno. Et on se demande finalement ce qu'on risque de perdre en termes de protection des libertés fondamentales. Donc eux, ils ont fait ça et ils voulaient transcrire en fait les grands principes qu'ils ont mis en place dans une certification technique en fait. Enfin, voir si c'était réaliste en fait déjà. Hein. C'était ça l'idée. Hein. Moi, ce à quoi j'ai répondu, c'est ça. Donc moi, je considère que c'est réaliste, tout à fait réaliste, et que c'est même une très bonne idée de faire ça. Après, encore faut-il calibrer pour que ce soit de bons critères et que ce soit pas laissé forcément. Alors parce que moi, je fais quand même pas mal de normalisation technique et je me suis quand même aperçu que souvent ceux qui créaient les normes, c'était des entreprises qui allaient devoir les appliquer. Bon, pourquoi pas, hein. Quand on est dans une logique un peu commerciale de place, c'est une bonne chose. Quand ça touche à des droits fondamentaux, c'est quand même important que ce soit le peuple ou des institutions qui ont vraiment déjà démontré qu'elles protégeaient les droits fondamentaux, quoi. Et je pense que pour l'IA en matière de justice, comme pour l'IA dans d'autres domaines qui sont là pour le coup présentés par l'Union européenne comme à haut risque, hein, c'est important que ça se soit géré, à mon avis, en partie par des institutions, au moins pour calibrer les critères. Et les critères techniques, pas simplement justement ce droit qui peut être lu par un être humain, cette norme technique qui doit être appliquée au moment de concevoir l'outil. Il y a un point qui est très complexe au niveau de la certification de l'IA, c'est que l'IA, bon, quand elle est intéressante, hein, techniquement, à un moment, elle est difficilement explicable et en plus, elle évolue tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on certifie quelque chose qui évolue? Il faut une certification, du coup, qui évolue. Il faudrait presque une IA symbolique, hein, une IA un peu simple, qui pourrait un peu décrypter le modèle en fait de l'IA en lui appliquant toujours le même modèle simple et vérifier en fait
qu'elle continue en fait à rester en conformité avec la norme qui a donné lieu en fait à une certification. Ça, c'est assez complexe. Et on peut aussi avoir d'autres modèles qui utilisent justement la décentralisation pour que des acteurs disent oula, cette IA elle commence à faire n'importe quoi. Si on a plein d'acteurs qui disent ça, on la coupe en fait, par exemple l'IA. On dit ok, on va l'arrêter maintenant, on va attendre, elle va expliquer en fait pourquoi elle fait ces choix-là, mais là elle commence à avoir des biais qui sont discriminatoires, etc. Donc ça c'est un peu c'est des points assez importants. Et moi il y avait deux éléments qui me paraissaient en tout cas que j'ai mis en avant dans cette étude-là, qui sont à la croisée de l'IA et de la blockchain. C'est d'une part d'avoir en fait une sorte de base de données qui est conçue par des États ou par un groupe d'États pour en tout cas intégrer les décisions de justice. Alors on a des problèmes aujourd'hui au niveau de l'open access, etc. Mais on pourrait déjà mettre des décisions de justice anonymisées comme il faut, parce que déjà il y a un point, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle va faire l'IA quand elle va devoir aider en fait des avocats, par exemple, à choisir la juridiction compétente, à faire du forum shopping, comme on dit. L'IA, elle va dire, bah, regardez, ce juge, il est génial, il va toujours dans notre sens. Ben, ça, c'est pas bon, ça. Ça devrait pas être pris en compte comme ça. Le forum shopping, ça doit pas être facilité dans un état de droit. Donc ça, c'est des choses qui doivent être justement enlever en fait les données, il faut les transformer un petit peu pour les rendre compatibles avec ce qu'on veut que l'IA fasse ressortir. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut l'intégrer en fait dans une blockchain pour que ce soit pas modifié en fait par la suite et que ce soit commun et qu'on soit sûr que l'IA elle a appelé en fait ces données-là et pas d'autres données pour faire son apprentissage. Premier point de jonction intégré dans une certif potentielle. Deuxième point de jonction, identifier en fait, faire de l'immatriculation des IA. On a des immatriculations de voitures. Pourquoi? Parce que les voitures, ça peut tuer des gens. Parce que les voitures, c'est pas la voiture qui va tuer, c'est le conducteur. Et d'ailleurs, on voit maintenant, il y a eu d'ailleurs un décret il y a quelques jours en France sur justement les voitures autonomes. Et on voit que ils ont intégré un truc sur le fait que la personne qui allait opérer de loin en fait la voiture autonome, qui peut avoir un accès dessus, et le permis de conduire, et par ailleurs soit pas alcoolisée au moment où elle va aider la personne. C'est-à-dire que l'opérateur dans ses locaux institutionnels, on va lui demander de pas être bourré, comme on demande ça à quelqu'un qui sort d'un bar en voiture. Non mais bon, c'est daté ça comme approche. Bien sûr qu'il va pas être bourré parce que sinon de toute façon son RH il débarque et il le vire. Et c'est comme ça que ça se pense. Ça se pense sous cet angle, pas sous l'angle de la personne qui sort d'un bar bourré. Il y a ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire appliquer du vieux droit à des outils techniques numériques. Ça, c'est un point. Et donc là, moi, je pense qu'il faut immatriculer ces IA parce que c'est des objets autonomes. Ça se pense, ça c'est important parce que si on peut pas remonter en fait le fil de ce qui a produit ce problème-là, finalement, tous ceux qui développeront des IA, tous ceux qui produiront ces outils-là, quelle responsabilité ils auront s'il y a des grosses failles très lourdes qui ont des incidences sociétales importantes et que tout ça est fait sous le radar et que l'IA finalement ne laisse pas de traces. Si l'IA laisse pas de traces et que ça a des conséquences importantes sociétales, c'est un problème. C'est un peu comme cette IA qui peut pas être arrêtée. On saura même pas laquelle aura posé problème, alors qu'elle aura eu des incidences. Ça, c'est un souci. Ça pourrait être quoi justement ces incidences si on fait un peu de George Orwell, un petit peu côté sombre de tout ça. Quel est le gros warning justement que tu mettrais sur ces utilisations-là? Tu vois, par exemple, pour reprendre un peu le cas par exemple, de la crypto, tu vois, s'il y a un gros abus de marché ou si tu veux que l'IA a accès à des données qui sont privilégiées ou des choses comme ça, bah c'est un souci déjà de base. Voilà. Et on veut essayer de remonter. Et si elle laisse pas de traces, c'est un problème. Après, oui, on peut avoir par exemple une IA qui va, je sais pas moi. Dans ces critères, elle privilégiera toujours son propriétaire ou toujours son créateur. Bon, ça peut être considéré comme anecdotique comme ça, mais par exemple, si on est dans une voiture autonome et qu'elle décide toujours d'écraser les gens en face parce qu'il y a même un tout petit risque pour la personne qui est dans la voiture, parce que en freinant peut-être qu'il pourrait avoir mal au cou, c'est un problème quoi. Bon après voilà.
quand on est sur de l'objet autonome aussi lisible, elle laisse des traces. Mais quand on est sur Internet, ça peut être du hacking, il peut y avoir plein de choses. C'est-à-dire que si une IA est spécialisée dans le hacking pour trouver des failles dans dans du code et envoyer des ransomware et que elle laisse pas de traces, bah, c'est un problème. Bon, après, a priori, on a le même problème avec les hackers classiques. Hein. Le principe, c'est de pas laisser de traces. C'est pas eux qui vont aller demander une certification, vous voyez, c'est clair. Mais bon, on vérifiera aussi ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans les logiciels libres. Hein. C'est-à-dire qu'on peut imposer, quand le logiciel il est mis à disposition, d'avoir des éléments qui peuvent pas être enlevés aussi de ça, et que s'il y a des briques supplémentaires qui sont faites, ça intègre ça. Donc, on pourra savoir à partir de quelles briques ça fonctionne. Et si ces briques, bah, on peut pas dissocier l'aspect marquage, ben c'est pas inintéressant. C'est compliqué à mettre en place, hein. On n'en est pas là. Mais ça doit être pensé, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est que l'IA et la blockchain viennent en appui des institutions qu'on connaît aujourd'hui, et à aucun moment dans ce que tu racontes là les remplacent. Ça, c'est important de préciser, je pense. Ah, c'est pas l'objectif, hein. Je pense que de toute façon, c'est plus des voilà. Là, la manière aussi dont l'IA est régulée, c'est de l'aide à la décision. C'est comme ça que c'est souhaité en tout cas. Pour la blockchain, effectivement, hein, il y a quand même un certain nombre de mouvements qui souhaiteraient un peu plus on va dire, de démocratie directe. Hein. Ça, je pense que c'est une réalité. Après, les institutions, c'est aussi des garants. Donc, c'est des équilibres à trouver, hein, je pense, en fonction des pays. La Suisse, ils ont plus de démocratie directe, ils se portent pas plus mal. Ils ont aussi des institutions quand même, hein, qui tournent. Hein. Donc, voilà, c'est des équilibres à trouver. Et je pense que les institutions, quand même, nous protègent en partie du tout privé, de l'approche vraiment capitaliste stricte. Donc, c'est aussi, ça permet de trouver des équilibres quand même pas inutiles, qui peuvent se perdre à un moment si elles sont plus là. Donc, moi, j'ai quand même les institutions qui œuvrent pour le bien commun réellement, je les aime bien. Après, il y a toujours voilà, c'est comme tout, hein, il y a du dévoiement important hein, parfois, hein, mais voilà. Donc, si on veut faire une petite conclusion, c'est que l'IA et la blockchain, dans ce fonctionnement-là, est intéressant dans la mesure où l'un certifie l'utilisation de l'autre. Ça, c'est intéressant pour toi, alors que l'autre côté n'est peut-être pas souhaitable. La blockchain certifiant l'IA, moi, je pense que c'est une bonne chose. La blockchain tournant sur de l'IA, enfin, la blockchain permettant en fait à l'IA effectivement de générer de l'argent et de créer une sorte d'économie, c'est intéressant, mais il faudrait que ce soit bien cadré, quoi. Quand même. On a la personnalité morale aussi. Par exemple, on dit voilà, il y a une personne physique, elle a un patrimoine, elle a une responsabilité. Par exemple, quand on crée une société, c'est une dite morale, patrimoine, etc. C'est en fait, on a copié le modèle de l'individu pour le transposer à une sorte de coquille juridique. Là, vraisemblablement, on va avoir la même chose avec les objets autonomes. Et si c'est des objets autonomes qui fonctionnent avec des DAO et avec des systèmes d'incitation, ben, on risque d'avoir des choses qui vont être aussi assez intéressantes. Et sauf que là, on ne sera pas simplement dans une société qui éventuellement a des bureaux, mais finalement, il y a personne derrière la société. Là, on va avoir une sorte d'entité qui aura une sorte d'autonomie parce qu'elle pourra prendre aussi des décisions. Et elle aura un patrimoine et elle aura éventuellement des personnes qui pourront tirer profit d'elle. Soit en la réparant, en faisant des choses qu'elle peut pas faire directement. Ça risque d'être très intéressant. Donc ces DAO qui vont être croisés à de l'IA, moi j'y crois. Faut voir les limites qu'on pose. Il faudrait presque, comme on a un code du commerce qui prévoit des règles en droit des sociétés, il va falloir, à mon avis, un équivalent bientôt pour l'IA. Et les mécanismes de DAO qui seront un peu sous-jacents, parce que ce sera certainement des DAO qui vont gérer ça. Et là, on est à quel horizon de temps pour toi? Tu dis la Chine est déjà bien en avance, les US aussi, l'Europe a souvent l'habitude d'être un petit peu en retard. Est-ce qu'on peut voir ça dans la décennie qui arrive ou peut-être même 5 ans, comme je te disais tout à l'heure? Ça serait quoi? Oh, c'est difficile à dire. Hein.
Il y a eu une accélération telle là, cette année avec finalement ces confinements et la numérisation de toutes les populations, hein, de force, que c'est difficile à dire. Mais là, ça s'est vraiment accéléré, hein. On a fait en un an ce qui devait être fait en 4 ans là. Donc je sais pas, ça, mais oui, avant 4-5 ans, ça me paraît un peu ambitieux, hein, d'avoir généralisé. Après, il faut voir quelque chose, c'est que il y a un standard qui commence à être discuté, qui est en gros New IP chinois. L'idée, en gros, hein, c'est de faire un peu des internets territorialisés. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de logique, à mon avis, de souveraineté numérique qui passe par un territoire numérique. Voilà, donc c'est pas du tout l'approche souhaitée par les États-Unis et les grandes boîtes du numérique américain, mais c'est ce qui commence à être très sérieusement discuté côté chinois, et à mon avis qu'il sera aussi potentiellement au niveau européen, etc. bientôt. Donc si on a des logiques comme ça, avec en plus des monnaies de banque centrale, à mon avis, on aura de plus en plus d'outils comme cela qui seront gérés par des administrations, des autorités qui pourront en garder le contrôle. Dans une logique d'un Internet un peu complètement ouvert comme celui-là, ça terrifie à mon avis les institutions et elle bloque les innovations. C'est pour ça que c'est amusant. Je vais faire le point par rapport à ce que tu disais au début sur Bruno Le Maire. Quand on voit la réglementation, elle bloque quand même un certain nombre d'innovations parce qu'elle n'a pas la main. Il y a un truc qui est intéressant, c'est les bacs à sable. Moi, j'adore les bacs à sable réglementaires et les bacs à sable techno. Je trouve que l'idée d'institutions qui vont vérifier comment tourne un outil à petite échelle avant de permettre une mise sur le marché, c'est très intéressant. Par contre, comment on fait ça dans un système où on n'a pas complètement globalisé? C'est très difficile pour une institution d'avoir même des personnes qui vont vouloir jouer le jeu. Et ça, à mon avis, c'est un point qui nécessite, à mon avis, des discussions approfondies aussi. Très intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. On va conclure là-dessus. Toi, parce que vidéo très chargée, je pense, en information pour nos auditeurs et nos viewers. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Est-ce que toi, t'es passionné forcément par tout ça, t'écris beaucoup de choses? Je pense que les gens, et dans la description, je remettrai des petits liens sur ce que tu as pu écrire ou sur tes réseaux, parce que tu es très actif sur ces sujets-là, bien évidemment. Pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier mot sur ces thématiques-là et puis une vision globale que tu défends forcément ces positions-là à donner à nos auditeurs? Alors moi, je dirais d'aller vers des systèmes qui proposent de l'apprentissage fédéré et qui fonctionnent avec la blockchain pour pouvoir faire partie finalement de tous ces nœuds décentralisés, participer à ces nœuds décentralisés qui vous redonnent du pouvoir en fait, qui vous redonnent la main. C'est cette idée d'empowerment citoyen, moi, qui me paraît fondamentale. Et si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur Cryptos, donc déjà conscient de ça forcément, à des niveaux certainement divers, mais je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de participer à cette décentralisation et à cette finalement ces nouvelles modalités de reprise un peu de pouvoir, de conscience et d'effectivité, quoi. Voilà. Et si les gens veulent creuser un petit peu, du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur ce que tu as écrit ou tout ce que tu fais à côté? Ouais, alors moi j'avais écrit un bouquin sur ce qui s'appelait Investir et se financer avec la blockchain, qui était paru chez ENI il y a trois ans à peu près. Un livre chez Wiley qui s'appelait Blockchain, la désintermédiation, qui existe en français et en anglais. Un certain nombre d'articles chez vous, chez Cryptos aussi, que j'avais fait dans différents endroits aussi. Non, mais c'est de toute façon, voilà. En tout cas, ça c'est pour moi, mais il y a énormément d'auteurs de qualité sur la blockchain, sur l'IA. Il y en a encore plus parce que c'est encore bien plus rentable que la blockchain et c'est plus ancien au niveau des modalités de recherche aussi. Mais il y a voilà. Allez vers aussi. Ah oui, il faut le lire absolument pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Nick Szabo, qui est à mon sens le pape absolu de l'écosystème blockchain au niveau de la pensée, enfin de la structuration de l'écosystème initial. Nickel. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces réponses sur ces deux thématiques qui, on l'a dit dès le début, sont passionnantes et pour ce petit conseil lecture aussi également. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant sur ces deux technologies et sur la convergence qu'il peut y avoir entre l'IA et la blockchain. Et j'espère également que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr
pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.